ministres des États membres du SILS reçus en audience par le chef de l'État. Dans la mi-journée, au menu des échanges, les enjeux de la rencontre de N'Djamena, une rencontre qui se déroule pendant le Salon africain de l'agriculture. Pénurie de gaz butane à N'Djamena, la situation préoccupe les plus hautes autorités du pays. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Hamid Mahamat Koua, a effectué ce matin une visite à la société de raffinage de N'Djamena. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience aux ministres des États membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Ils sont conduits par le ministre coordonnateur, le Burkinabé Salifou Ouedraogo. Ces ministres sont venus rendre compte de l'évolution de leurs travaux. La rencontre s'est déroulée à N'Djamena. Il félicite par la même occasion le chef de l'État pour l'organisation du Salon africain de l'agriculture. Nasr Nouditi. N'Djamena, la capitale, est le point de convergence des ressortissants du Sahel. Il a abrité successivement la réunion des experts et la 54e Conseil des ministres des pays membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. En ce moment, le palais du 15 janvier sert de cadre à l'organisation du premier salon africain de l'agriculture, Safagri, qui regroupe 40 pays. Présent à N'Djamena pour la tenue des activités précitées, les 13 ministres des États membres du SILS, conduits par le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso, Salifou Ouedraogo, ministre coordonnateur du SILS, sont venus ce mercredi rencontrer le président de la République Idriss Déby Itno à l'effet de lui rendre compte des conclusions de leurs travaux tenus à N'Djamena. Nous sommes venus pour lui traduire toute notre gratitude pour son leadership dans l'organisation de ce premier salon africain de l'agriculture, qui est une première du genre, qui est une très très grande réussite, avec la participation d'une quarantaine de nations. Et cela vraiment a montré une diversité d'acteurs qui sont venus au niveau du Tchad. Nous sommes venus également lui faire le point de nos travaux de la 54e session des conseils du ministre, qui va se penser sur nos différents rapports de 2018. Les 13 ministres des États membres du SILS ont également exprimé toute leur gratitude au président de la République pour la réussite du premier salon africain de l'agriculture et émis le vœu de voir institutionnaliser les 10 salons au niveau des États membres du SILS. Qu'il fasse un plaidoyer auprès des autres chefs d'État pour que le salon de l'agriculture puisse se poursuivre, qu'il puisse être institutionnalisé et que nous nous retrouvons l'année prochaine dans un autre pays pour tenir un autre salon. À l'image de ces États membres, le SILS traverse en ce moment une zone de turbulence financière. La conjugaison de la crise économique et alimentaire ne fait qu'accentuer la vulnérabilité de ces populations déjà en proie à la précarité du changement climatique. Le ministre coordonnateur du SILS, Salifou Ouedraogo, plaide pour un changement de cap. Voir dans quelle mesure nous pouvons, dans la durabilité, faire en sorte que le SILS financièrement puisse s'autofinancer. C'est après 1h30 de discussion, somme toute riches et fructueuses, que les 13 ministres des États membres du SILS, que sont Cap-Vert, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Sénégal, Niger, Togo et bien entendu le Tchad, ont pris congé du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Suite justement au Salon africain de l'agriculture, s'est ouvert ce mercredi dans un hôtel de la capitale, le conseil ordinaire des ministres du SILS. Les précisions avec Naïm Ahmad Baba. La 54e session ordinaire du Conseil des ministres, du Conseil permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, s'est ouverte ce mercredi. Cette réunion qui se tient en marge du Salon africain de l'agriculture s'est ouverte par le mot de bienvenue du ministre de l'Agriculture. Pour elle, la tenue du salon traduit la volonté des chefs d'État du continent de mettre un terme aux affres de la faim en Afrique. D'où son invite à l'endroit des décideurs et de la population pour atteindre cet objectif. Ce salon mobilise des participants venant de plus d'une quarantaine de pays
traduit la ferme volonté de nos dirigeants de mutualiser leurs énergies et ressources en vue d'accélérer le développement du continent. Cette vision qui se manifeste à travers le Sahel, qui nous ont nourris depuis et traduite en actes concrets, vient interpeller chacun de nous comme à notre voie réelle de catalyseur pour inverser la courbe et la tendance de la pauvreté sous nos cieux. Pour le représentant des partenaires techniques et financiers du SILS, la sécheresse est un mal qui gangrène les pays du SILS de manière spécifique depuis 50 ans. C'est pourquoi eux, partenaires, appuient le SILS financièrement et techniquement à travers la redynamisation des programmes structurels au niveau national et sous-régionaux pour sortir les pays de la sécheresse. Le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles du Burkina Faso, ministre coordonnateur du SILS, après avoir présenté ses gratitudes au secrétaire général du SILS, Jimé Adoum, ainsi qu'au président de la République, Idriss Déby Itno, ce dernier a fait savoir que le président de la République du Burkina Faso, présent en exercice du SILS, entend entreprendre les réformes de l'institution. Aussi, l'année 2018 a été, selon lui, riche en événements. Au cours de l'année 2018, le SILS a poursuivi avec succès la mise en œuvre des programmes engagés dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la gestion durable des terres, de l'adaptation au changement climatique, ainsi que la maîtrise de l'eau à des fins agricoles, conformément à son programme de travail 2015-2019. Dans ce cadre, je note avec fierté le rôle accru du SILS dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de nombreux projets et programmes en vue de renforcer la résilience des populations vulnérables de nos États. Au cours de cette session ordinaire, plusieurs discussions ont lieu en plénière autour des textes statutaires. Il s'agit des rapports du secrétaire exécutif du SILS, le rapport de la 26e réunion du comité régional des programmes et suivi CRPS, le rapport 2018 de l'auditeur interne et enfin le rapport définitif de l'audit conjoint et consolidé des fonds des bailleurs, fonds propres et fonds membres alloués au SILS pour l'exercice 2017. Salon africain de l'agriculture, pendant que nous y sommes, faisons un tour dans les différents stands. Il y a du tout en termes de produits agro-silvopastoraux venant des différents pays du Sahel. C'est en fait un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Amadé Abbas. C'est parti pour la toute première édition du Salon africain de l'agriculture. 14 pays du Sahel exposent presque les mêmes potentialités agricoles, mais le génie de l'homme en matière de la transformation des produits a pris le dessus sur les autres. À l'image de ces produits à base de feuilles de moringa très appréciés au Niger et au Tchad. Ce salon est aussi un cadre idéal pour les producteurs et productrices tchadiennes de faire découvrir leur savoir-faire. Dans notre organisation, on produit dans toutes les régions. Malgré tout ça, notre président a fait des efforts. Dans chaque région, là où vous allez, vous trouvez notre organisation et là, c'est permis. C'est le Conseil national de concertation des producteurs du Tchad. Si les potentialités agricoles dominent le salon de l'agriculture de N'Djamena, le Safagri est aussi l'image de l'élevage tchadien dans toutes ses espèces. On a aussi l'élevage des poussins, on a aussi les oies en fait, et on a aussi la pisciculture. C'est une agriculture complète en fait, qui englobe toute la chaîne. Et la chaîne a pour objectif la production de tomates jusqu'à la transformation en purée et en ketchup, comme vous pouvez le constater. Donc on aimerait que le gouvernement nous aide dans cette voie et nous appuie. Et Dieu merci, ils nous ont beaucoup aidés. Et là on a des partenariats avec des Turcs, avec des Israéliens pour pouvoir avancer et vulgariser en fait cette idée-là dans toute l'étendue du territoire national. Le secteur pastoral attire l'attention d'un groupe d'investisseurs venus de l'État hébreu. Suite à l'initiative du chef de l'État pour soutenir différentes filières, tant dans l'agriculture que dans l'élevage, nous sommes là sur plusieurs grands projets que nous développons en collaboration d'une part avec les ministères de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi avec plusieurs grands groupes privés tchadiens, et aujourd'hui avec nos frères africains, on espère pouvoir faire contribuer toutes ces technologies aux populations de l'Afrique.
L'engouement que dégage ces rendez-vous de donner et de recevoir prouve que le salon de l'agriculture africaine de N'Djamena Safagri occupe une place de choix dans le calendrier international des événements liés aux activités agro-silvo-pastorales. Il s'est tenu ce matin la réunion mensuelle sur la santé animale, une rencontre présidée par le ministre de l'élevage et des productions animales et dont l'objectif est d'informer les parties prenantes sur la situation zoosanitaire du pays. Christelle Ngarlomdana. La 8e réunion mensuelle sur la santé animale présidée par le ministre de l'élevage et des productions animales Gayang Souaré vise à informer les parties prenantes de l'évolution de la situation zoosanitaire du pays. Cette rencontre permet de faire état de mise en œuvre des recommandations. Il ressort de cette réunion que la situation zoosanitaire est relativement calme. Mais certaines épidémies sont inévitables et nécessitent de la vigilance à tous les niveaux. De la présentation de la directrice des services vétérinaires, Dr Nodjimadiri Rabé, il ressort que la situation zoosanitaire des animaux terrestres au mois de janvier et février 2019 se caractérise par la persistance de plusieurs maladies, notamment la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine. Le cheptel de bétail de toutes les espèces confondues permet de mettre en place des systèmes d'élevage adaptés aux conditions écologiques et climatiques afin de valoriser les ressources pastorales, souligne le ministre de l'élevage et des productions animales, Gayang Souaré. Pour permettre une meilleure adhésion des éleveurs aux opérations de vaccination en vue d'atteindre le nombre escompté d'animaux vaccinés, des conventions de partenariat ont été signées entre la DSV et les organisations des professionnels d'élevage. Ces dernières auront pour tâche la sensibilisation de leurs membres pour aider les équipes de vaccination à la réussite de la campagne. 4 millions de doses de vaccins PPR et 8 millions de doses de vaccins PPCB ont été mises à la disposition des équipes sur le terrain. L'implication effective de tous les acteurs au développement de l'élevage dans ces actions de contrôle et de lutte contre les principales maladies animales est indispensable pour mieux réussir le contrôle et la surveillance de ces maladies. Il s'est tenu ce matin dans un hôtel de la capitale la revue du portefeuille des projets et programmes du 10e et 11e fonds exécutif du développement, une rencontre pour améliorer la performance dans la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes. Avant de venir sur cet élément, un communiqué. Sachez que le ministre de l'élevage et des produits animaux, le président du conseil d'administration du centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires Sekokda, Gayang Souaré, a présidé les travaux du 9e conseil d'administration du Sekokda le mardi 13 mars 2019 dans les locaux du DICentre. Les administrateurs ont validé le procès verbal du 8e conseil d'administration et l'état de mise en œuvre des activités et des résolutions. Le conseil a aussi adopté le rapport des activités 2018, le compte financier de l'exercice 2018, validé par le contrôleur financier, le plan d'action du Sekokda ainsi que le budget prévisionnel de l'année 2019, équilibré en recettes et en dépenses à 1,240 milliards 172 999 francs en CFA. Je vous le disais, il s'est tenu ce matin dans un hôtel de la capitale la revue du portefeuille des projets et programmes du 10e et 11e fonds exécutif du développement. Une rencontre pour améliorer la performance dans la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes. Garcetti Aimé. La coopération Tchad-Union européenne est au beau fixe, et ce à travers la revue des programmes et projets du Fonds exécutif du développement. En 36 ans de coopération avec l'Union européenne, c'est plus de 913 milliards de francs CFA qui ont été injectés pour le développement du Tchad. Coopération qui a permis de renforcer l'unité nationale, le renforcement de la bonne gouvernance et de l'état de droit, le développement d'une économie diversifiée et compétitive, et enfin l'amélioration de la qualité de vie de la population. À ce jour, la revue à mi-parcours permettra de se focaliser sur 4 objectifs, à savoir s'assurer de la visibilité des financements de l'Union européenne, rappeler les obligations de tous les acteurs concernés par la mise en œuvre des projets et programmes sur l'appui financier du FED, s'assurer de l'état d'avancement des programmes et projets en cours et enfin
identifier et essayer de lever les contraintes diverses qui entravent la bonne exécution des 10 programmes et projets. La journée des revues de programmes traduit la volonté de l'Union européenne d'œuvrer dans la droite ligne de la politique du gouvernement à travers sa vision 2030 du cadre que nous voulons. La présente revue doit nous permettre de tirer les leçons des constats et expériences pour définir ensemble la meilleure voie pour poursuivre nos efforts conjoints en vue d'améliorer l'efficacité et l'impact de l'Union européenne et de renforcer les capacités de l'ensemble des administrations impliquées. Les experts sont donc conviés à un exercice laborieux, celui d'assainir le portefeuille afin d'améliorer la nouvelle feuille de route de coopération du Tchad, Union européenne. La toute première séance du dialogue politique entre le Tchad et l'Union européenne s'est tenue hier au ministère des Affaires étrangères. C'est une rencontre pour permettre aux deux parties d'échanger sur leur partenariat. Le point avec Estelle Abdelkader. C'est un traditionnel exercice diplomatique très important pour la politique de développement. Il permet au gouvernement tchadien et les ambassadeurs de l'Union européenne accrédités au Tchad de s'asseoir autour d'une même table et d'engager des franches discussions pour renforcer leur partenariat. Pendant environ 2 heures, les deux parties ont échangé sur 5 thèmes relatifs à la situation politique et sécuritaire dans la sous-région du Sahel, la mise en œuvre du 11e FED et les perspectives de la programmation future, la mise en place des institutions issues de la réforme institutionnelle et le processus électoral au Tchad. Les attentes du Tchad en matière d'appui budgétaire sont aussi abordées, précise le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mohamed Zine. Nous avions également abordé la question de l'appui budgétaire de l'Union européenne donc au Tchad. Et nous avions également parlé du soutien de l'Union européenne au processus électoral, puisque nous nous préparons à organiser cette année des élections législatives et locales. Et nous avions abordé également d'autres questions d'intérêt commun. Au sujet du processus électoral, le chef de délégation de l'Union européenne, Bertrand Sauret, affirme que le Tchad peut compter sur son institution. Vous savez que donc le chef de l'État a fait appel à la communauté internationale pour financer ou du moins compléter le budget qui a été prévu pour financer ces élections. Et l'Union européenne a déjà fait savoir qu'effectivement elle était prête à discuter du contexte dans lequel elle pourrait intervenir avec d'autres partenaires, en particulier avec le PNUD, avec peut-être d'autres pays, pour venir effectivement en appui au financement de ces élections. Instauré depuis 2009 selon l'accord de Cotonou, puis signé en juin 2000 entre l'Union européenne et 77 pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, le dialogue politique traite toutes les questions d'intérêt commun au niveau national et régional. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Hamid Mohamed Koua, a effectué ce matin une visite à la société de raffinage de N'Djamena, une descente sur le terrain pour s'enquérir du fonctionnement de cette entreprise dans une situation de pénurie de gaz butane. Varelaj. Pénurie de gaz en N'Djamena depuis le 23 février 2019. Une situation qui amène les ménages à se livrer à divers exercices en vue de remédier à la précarité des gaz. Après 18 jours de travail par les techniciens, le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Hamid Mohamed Koua, effectue sa toute première visite après prise de fonction au sein du département. Occasion pour lui de s'enquérir du fonctionnement des différentes unités jusqu'à la phase de recharge. Pour des raisons de mise à disposition sur le marché de GPL, il faut qu'on accélère et cette accélération est ce qui est en train de se faire. Aussi, c'est le moment de dire que le gouvernement, pour ces produits qui manquent, qui est le GPL, toutes les dispositions pour importer le gaz de l'extérieur via le Cameroun et le Nigeria, tant bien que mal, les citernes arrivent au fur et à mesure. Et il faut reconnaître que c'est un produit très spécifique dans son transport, vu aussi la distance de port qui nous lie au-delà de 1000 km. C'est la première fois qu'une telle quantité est en train d'être importée. Sachez que le gouvernement a toutes les dispositions à travers l'ARSAT pour importer les produits. La population a déjà beaucoup souffert. D'une capacité de production de 20 000 barils par jour, la société de raffinage n'arrive pas à remplir convenablement cette mission. Elle produit 12 000 barils. Par le biais de cette quantité minime de production, 18 provinces n'arrivent pas à consommer les produits pétroliers tchadiens. Une situation qui constitue un manque à gagner pour le pays, situe le ministre du Pétrole et de l'Énergie.
Il a instruit les différents responsables intervenant dans ce secteur à mettre en place un mécanisme pour remédier à cette situation. Une autre visite, mais cette fois-ci au chevet des blessés de l'accident survenu sur le pont Heli-Bongo dans la province du Moyen-Chari. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh, s'est rendu à l'hôpital de la Renaissance où quelques blessés reçoivent des soins. Marale Joséphine. L'accident survenu à l'entrée de Sara fait de nombreuses victimes et quelques cas graves de blessés qui sont évacués d'urgence à l'hôpital de la Renaissance. Informé de la situation, le ministre de la Santé publique Aziz Mohamed Saleh s'est rendu au chevet des blessés. Il est accompagné du président du groupe parlementaire du mouvement patriotique du salut, Ali Kouloutou Tchaïmi, et des responsables de son département. En posant cet acte, le ministre apporte ainsi son soutien moral aux malades et veut également s'assurer de l'évolution de leur état de santé. Son Excellence, Monsieur le Président, ayant eu l'information, a dépêché un avion spécial pour rapatrier les 8 blessés graves qui sont arrivés hier, qui sont pris en charge au niveau de l'hôpital et un certain nombre d'interventions sont programmées. C'est quand même un événement qui touche toute la population tchadienne et nous sommes venus pour essayer de consoler et présenter aussi réellement notre accompagnement et notre appui au gouvernement à ces situations dramatiques. Le président du groupe parlementaire du mouvement patriotique du salut, Ali Kouloutou Tchaïmi, au nom des parlementaires, adresse toute sa gratitude au chef de l'État pour sa prompte réaction. Le président Idriss Déby est à l'écoute de sa population. Nous, en tant qu'élus de la République, nous ne pouvons que lui dire merci, merci et merci. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh, rassure par la même occasion que la vie de ces 8 blessés n'est pas en danger. On nous signale un décret portant désignation d'une conseillère référendaire à la Cour suprême, décret qui sera lu à la fin de cette édition. L'atelier de validation du rapport national sur le suivi de la mise en œuvre des objectifs du développement durable au Tchad, organisé par le ministère de l'économie et de la planification du développement de concert avec le PNUD, a pris fin hier après-midi à Mara. Les précisions avec Mohamed Suleiman. Il a fallu des jours d'échanges et de réflexion pour valider les rapports nationaux de suivi de la mise en œuvre des objectifs du développement durable au Tchad. Les participants à cet atelier ont examiné et validé les documents soumis à leur appréciation. Ces documents constituent l'une des étapes préliminaires de préparation de l'examen national volontaire qui permettra de parachever le processus de mise en œuvre des objectifs du développement durable au Tchad. Le Tchad est en train d'avancer dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans l'intérêt du peuple tchadien. Donc ce rapport est extrêmement important, comme vous le savez également. Une première tranche des pays a eu déjà à présenter ce rapport que vous connaissez maintenant l'an dernier. Et la deuxième vague, c'est le tour du Tchad pour montrer également à l'opinion internationale, recueillir leur avis, éventuellement bénéficier d'autres appuis pour pouvoir progresser dans la mise en œuvre des ODD qui sont projetés pour l'horizon 2030. Au nom du gouvernement, le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement a loué le rôle des partenaires techniques et financiers. Je voudrais ici relever et saluer en général le rôle déterminant des partenaires techniques et financiers, et plus particulièrement le PNUD et les autres agences du système des Nations Unies qui ne cessent d'œuvrer aux côtés du gouvernement pour l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est le lieu de leur exprimer la gratitude du gouvernement qui les exhorte à maintenir ces partenariats bénéfiques pour le peuple tchadien. Le John Kamla d'ajouter que la validation de ce document va alimenter le rapport national volontaire en cours d'élaboration que le Tchad va présenter au forum politique de haut niveau sur les objectifs de développement durable prévus en juillet 2019 à New York. La ville d'Ati marque le dernier virage de la mission conduite par le secrétaire général, deuxième adjoint du EPS dans le Bata. Comme dans les autres contrées, Aziz Mohamed Saleh a animé un meeting à Ati. Adombe Hortense.
De son retour du Bata profond, Aziz Mamad Saleh marque encore un arrière hâté. Il est accompagné des cadres et des anciens ministres, ainsi que les militants et militantes du parti rassembleur ressortissant du Bata. Accueilli par le gouverneur Aliou Adam Abdoulaye, il vient mobiliser les populations de cette province autour des idéaux du président fondateur du MPS et impulser le dynamique de développement. Cette population si mobilisée vient écouter le message de paix que lui transmet Aziz Mamad Saleh, fils du terroir. Le secrétaire général deuxième adjoint du MPS, touché par l'immigration des jeunes du Bata vers la Libye et les guéguerres entretenues autour des points d'eau, a aussi dénoncé le manque de volonté de cette population de faire scolariser massivement les filles et de les y maintenir jusqu'au bout. Nous sommes ici pour des questions de développement. Le parti, le MPS est un parti de mouvement, un mouvement de développement. Et le président fondateur demande à chaque fois qu'on avance. Et c'est comme ça qu'il a lancé la Renaissance ici en 2010. Face à cette foule symbole du Bata en miniature, le secrétaire général provincial du MPS du Bata témoigne l'engagement de la province pour le parti rassembleur, le MPS. Le gouverneur du Bata apprécie cette initiative des cadres et militants du MPS ressortissants du Bata. Bata dispose d'énormes potentialités que nous devrons tous ensemble valoriser, et cela passera par la sincérité, l'honnêteté, la loyauté et l'entente et l'amour du prochain. D'ici dans les prochains jours, nous allons présenter surtout le programme du Forum pour le développement de la région du Bata. Les différentes motions de remerciement adressées au chef de l'État notifient la structuration du Bata en 6 départements. Il ressort aussi que 5 sièges sont attribués aux militants ressortissants du Bata au sein du bureau politique national et une autre au secrétariat général. Après ce meeting populaire, le réalisateur de film Aïkal Zakaria, dit Alcanto, a au nom de son bureau de soutien au MPS offert aux jeunes du Bata des ballons, des maillots et autres accessoires sportifs. La tournée de sensibilisation entamée depuis quelques jours par le secrétaire national chargé des GSP MPS dans le département du Lac-Léry se poursuit. Après avoir visité quelques localités, Maître Jean-Bernard Padaré s'est rendu dans les villages Tizoko et Poudoué. Dans ces différentes localités, quelques jeunes envisagent militer désormais dans les rangs du mouvement patriotique du salut. Varelaj. Le secrétaire national chargé des groupements des socioprofessionnels du bureau politique national du MPS, Maître Jean-Bernard Padaré, continue son périple dans la province du Mayo-Kibi-Ouest. À la tête d'une délégation composée notamment des ressortissants du département des Lacs-Léry, il mène des campagnes d'information et de sensibilisation à l'intention des populations des villages Tizoko et Poudoué. Vu l'engagement politique du chef de l'État Idriss Déby Itno dans le processus de développement et surtout son appel lancé à l'endroit de la jeunesse et de la femme lors de la proclamation de la 3e République, quelques jeunes de ces 2 villages décident de se rallier au MPS. Pour le secrétaire national chargé des GSP MPS, Maître Jean-Bernard Padaré, le choix opéré par ces jeunes est de portée majeure. Souverainement, vous avez pris la décision de rejoindre les rangs du MPS. Je dis que vous avez raison. Pour une raison très simple. Le MPS a dans son idéologie de développement la social-démocratie. Faire en sorte que la pauvreté diminue. Faire en sorte que la souffrance de nos populations s'amenuise. Très réceptif à l'intervention du secrétaire national chargé des GSP MPS, ces militants du MPS appellent d'autres à les rejoindre afin d'avoir une vision commune, celle de défendre les idéaux de cette formation politique. Ils ont aussi exprimé des doléances axées sur le manque des infrastructures sanitaires, éducatives et le manque des personnels enseignants qualifiés pour assurer une éducation de qualité.
Le secrétaire provincial du MPS du Wadaï, Abbas Abdelkerim, a procédé la semaine dernière à l'inauguration du siège du MPS de la sous-préfecture d'Abougoudam. C'est une initiative d'une militante du parti. Reportage Mohamed Issa Nasraddin. Aussitôt arrivé, la mission est allée présenter ses civilités au sous-préfet d'Abougoudam avant de regagner le lieu de la cérémonie qui a commencé par la remise d'une attestation de reconnaissance à titre posthume à la famille de la responsable de l'offre MPS d'Abougoudam, Fatimezara Hamdan Sakin, décédée le mois dernier suite à un accident de circulation. S'en est suivi le mot de la militante Zahra Abdallah qui a par amour, dit-elle, offert un siège du MPS à sa localité. Nous les femmes, en reconnaissance, devrons à tout moment être présentes aux côtés du grand camarade, fondateur du MPS, son Excellence Idriss Déby Itno. C'est cela l'essence de ma modeste contribution. Le secrétaire général du MPS du Wadaï a, au nom du président fondateur, salué l'acte de la militante Zahra Abdallah, une militante engagée au service de son parti, dit-il. La réalisation de ce joyau architectural est un signe de vrai militantisme et un indice de bonne volonté pour affronter résolument les futures échéances électorales, législatives et communales qui pointent à l'horizon. Lors de cette cérémonie, des motions de soutien au chef de l'État et à l'armée nationale ont été lues. Dans son intervention, le préfet du département de Ouara, Geti Saleh-Sougui, a remercié la militante Zahra Abdallah et a laissé entendre qu'elle vient par cet acte à lancer un défi pour les hommes qui hésitent jusqu'à là d'apporter leur contribution pour le développement d'Abougoudam. Le local inauguré contient un bureau et une grande salle de réunion. Après quelques mois de mise en œuvre du projet de desserte de 200 villages tchadiens par télévision sur satellite, le comité de suivi et d'évaluation marque un arrêt pour faire le bilan à mi-parcours du processus du projet. Au cours d'un point de presse, le bilan est présenté. Suivi à ce propos le président du comité de suivi, Cheikh Abakar Hassan. Juste après le lancement officiel, le projet a été mis à exécution sur le terrain en 3 phases. Lors de la première phase, une mission d'information a été dépêchée dans les provinces pour informer les autorités administratives du choix des places publiques adéquates, des foyers disposant de téléviseurs et des sources d'énergie, ainsi que les endroits qui seront peints au logo du projet. Pendant le déroulement de la deuxième phase d'exécution du projet, des missions techniques de repérage ont permis de tester la réception du signal du bouquet StarTime dans les provinces du Nord, du Centre, Est et du Sud-Est. La troisième phase de l'exécution du projet concerne la formation des techniciens et le déploiement de ces derniers dans les provinces pour l'installation de télévisions par satellite. C'est ainsi que 60 techniciens ont été formés et ils ont procédé effectivement à l'installation de la dite télévision dans les provinces du Charib Agrimi, de Hadjalamis, du Mayo-Kébi Est et du Mayo-Kébi Ouest, de la Tangélé, du Logone occidental, du Logone oriental, du Mandoul, du Moyen Chari, du lac du Bar al-Ghazal et du Kanem. Au total, 109 villages issus de ces 12 provinces précitées sont déjà équipés. Au cours des installations, nous avons constaté malheureusement que certains villages ne disposent pas de 20 foyers équipés de téléviseurs et de sources d'énergie pour prétendre bénéficier du don. Il reste 91 villages se trouvant dans 10 provinces de l'Est et de l'extrême nord à être équipés et dont la procédure est même déjà lancée. Ce projet, qui devrait prendre fin en février dernier, est prolongé jusqu'à fin avril, et ce en accord avec le ministère de la Communication et l'ambassade de la République populaire de Chine.
La Fondation Grand Cœur forme les membres des groupements féminins de la province du Charibaguermi sur les activités génératrices de revenus. Le coup d'envoi est donné à Mandilia par le sous-préfet. Reportage Falambi Soulgan. L'autonomisation économique de la femme tchadienne fait partie des priorités de la Fondation Grand Cœur. C'est dans ce sillage que la Fondation Grand Cœur renforce les capacités de groupement féminin de la province du Charibaguermi. Le point focal de la Fondation Grand Cœur de la province du Charibaguermi, Fatima Amsissan Lamana, réitère la gratitude de la population du Charibaguermi à l'endroit de la fondatrice Hinda Debi Itno. Fatima Amsissan Lamana appelle les participantes à être assidus à la formation. Selon Abdelmoumine Brahim, membre de la délégation, la première dame Hinda Debi Itno fait de la valorisation de la femme tchadienne l'épicentre de ses actions. Depuis environ 2 ans, cet atelier a créé des conditions favorables pour que chaque femme puisse exercer une activité qui lui permettra de générer des revenus. La femme tchadienne doit s'épanouir, doit être autonome financièrement, où qu'elle se trouve, en ville ou dans un village, afin qu'elle devienne des véritables actrices de développement de notre pays. Président de la cérémonie, le sous-préfet de Mandalia, Bahar Hassan Guero, au nom de la population, salue les efforts de la Fondation Grand Cœur qui œuvre jour et nuit pour l'émancipation de la femme tchadienne. Au cours de ces assises, les participantes seront outillées sur des modules, entre autres le choix du site du jardin, les outils du maraîchage, les différentes variétés de maraîchage, l'entretien, les techniques de culture maraîchère et la récolte. Décret portant désignation d'une conseillère référendaire à la Cour suprême. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, décrète, article 1er, Madame Isa Ahmad Oumar est désignée conseillère référendaire à la Cour suprême en remplacement de Monsieur Yang Pepkissam, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, N'Djamena, le 13 mars 2019, signé le président de la République, Idriss Déby Itno. Un arrêté, le ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale arrête, article 1, la marche du collectif tchadien contre la vie chère prévue pour le 14 mars 2019 est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national. Article 2, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le commandant de la garde nationale et MOMA du Tchad sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera. N'Djamena, le 12 mars 2019, signé le ministre Mohamed Abali Salah. Un communiqué, le comité d'organisation du Festival international des cultures sahariennes informe que la 5e édition du Festival international des cultures sahariennes, qui devrait se tenir du 2 au 9 mars 2019 à Amdiaras, est reprogrammée pour la nouvelle date du 30 mars au 5 avril 2019. Signé le président du comité d'organisation, Abakar Rosi Tegil. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à Télé Tchad et bonne suite de programme.